moi, je demande aux gens de rester sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Là, on a perdu X, là, ça c'est une bataille perdue, on n'y reviendra jamais. Mais si on déserte en plus Facebook, si on déserte en plus les autres plateformes, on laisse toute la place à la droite, à l'extrême droite. Et c'est un autre terrain de propagande qu'on donne en cadeau à nos adversaires. Salut les amours! Vous écoutez Tout le monde est rendu queer. Une production du Club Sexu. Yay! Salut André! Bonjour Chacha, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va bien. Hey, j'ai entendu un jingle vraiment le fun en début d'épisode. Mais ce jingle est incroyable. Peux-tu m'en parler? Wow! Alors, il a été enregistré à la soirée d'ouverture de Brulance. C'était une soirée de lutte queer et on a tous crié ensemble et je vous invite à la maison à le faire parce que ça fait vraiment du bien. Tous les queers détestent les fascistes! Tous les queers détestent les fascistes! Incroyable. C'est vrai que ça fait du bien. Je me sens mieux. Je me sens mieux. On se sent mieux. Hein? Tout à fait. Et justement, étant donné qu'on déteste les fascistes, aujourd'hui... On parle de montée du fascisme. Puis je dis ça avec beaucoup d'entrain dans ma voix, mais c'est un sujet assez lourd. Mais l'épisode d'aujourd'hui va permettre d'en comprendre ces mécanismes. Puis pour ça, on va parler de guerre culturelle, entre autres. Ouais, et comment l'extrême droite mène une guerre culturelle pour prendre le pouvoir ou s'en approcher. On va parler un peu de l'international, mais on va beaucoup se concentrer sur notre contexte local au Québec. Absolument. On va aussi nommer des moyens d'y résister. Donc, on ne vous laisse pas sur une note absolument horrible. On vous laisse avec des petits moyens quand même. Ouais, et tout au long des prochains épisodes, on va avoir plein d'outils de résistance. Notamment, celui-là s'inscrit en une série de 3 épisodes. Les 2 prochains épisodes après celui-là vont être un qui va porter sur la question des enfants queer, des paniques morales autour de la question des enfants, et un autre qui va s'intéresser aux perspectives transféministes et à toutes les paniques morales contre les femmes trans. Donc, à chaque fois, là, on va en même temps comprendre comment le pouvoir essaie de s'attaquer à nos communautés, mais aussi c'est quoi nos formes de résistance et qu'est-ce que ça nous apporte pour transformer le futur, les résistances de nos communautés face à cette montée du fascisme. Tellement bien dit. J'ai tellement hâte d'écouter cette suite de 3 épisodes. Ben, sur ce, on vous laisse à l'épisode. Yay! Alors, les amours, notre star du jour, une icône de l'antifascisme sur Facebook, vraiment courageux d'être sur Facebook et de faire de l'antifascisme, Alexandre Dumas. Salut Alexandre! Salut! Comment tu vas aujourd'hui? Très belle journée. Génial, splendide. Le parking a été fructueux. À part le parking. À part le parking, ça va bien. Je te commencerai par te laisser te présenter à notre auditoire qui peut-être ne savent pas t'es qui ou savent t'es qui de tes posts Facebook parce que t'es quand même une référence. Mais on a tous vu passer un post. Au moins. Pour les gens qui sont sur Facebook, on s'entend que... Oui, ou du moins un commentaire à un post Facebook que tu aurais fait. Alors, Alexandre Dumas, je suis historien, chargé de cours dans le réseau des universités du Québec. Je me spécialise dans l'histoire politique du Québec. J'ai 4 livres d'écrits, dont un 5e qui s'en vient. Mais principalement, les gens me connaissent justement parce que je commente l'actualité sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, depuis 2024 environ, là, que mon nom circule un peu plus. Et c'est ça. C'est probablement pour ça que vous m'avez invité aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez découvert là-dessus. Entre autres, oui. En 2024, tu comptais 1000 abonnés. Puis aujourd'hui, j'ai regardé en date d'aujourd'hui, de ce matin, tu es à 37 000 abonnés. Oui. Les gens sont vraiment intéressés par ce que tu as à dire. Comment tu te l'expliques? Ça a été difficile à assimiler. Ça a été difficile de prendre connaissance de ça. C'était vraiment soudain, là, cette augmentation. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de voix à gauche que de voix à droite. Les voix à droite, individuellement, ne sont pas si populaires parce qu'ils ont à peu près tous le même discours, puis ils sont quand même très nombreux. C'est très perroquet. Oui, beaucoup. Alors qu'à gauche, j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins nombreux et les gens qui vulgarisent, qui rendent des concepts politiques complexes, accessibles, j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup plus recherché. C'est peut-être ça que moi, j'amène en tant qu'enseignant, en tant qu'historien et en tant que militant. Tu as été un des premiers aussi, je pense, parce que nous aussi, avec le balado, on essaie de répondre à ça, à se dire, il y a un manque sur les réseaux sociaux de contre-discours de gauche face à l'extrême droite. En français aussi. En français.
fait Oui. au Québec et tu as été un des premiers à le faire. Et avec à chaque fois, à la fois, je pense, une perspective, comme tu dis, très accessible, mais en même temps avec des faits. Tu as une démarche qui se veut quand même très scientifique, avec un positionnement, parce qu'on est face au fascisme, on n'a pas le choix de se positionner, mais avec une recherche qui est assez scientifique et qui essaye de tendre vers l'objectivité qui n'est pas neutre, hein, évidemment, mais qui est toujours genre... ça, je pense que ça fait du bien aussi. D'avoir des infos précises et de pas juste être dans le positionnement et de sortir un peu de l'opinion. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde. Je prétends pas être objectif parce que, évidemment, j'ai une thèse. C'est pour ça que j'écris. Il y a vraiment des idées que je veux défendre. Mais oui, j'essaie de les défendre avec des faits autant que possible et de montrer pourquoi est-ce que le discours de droite nous induit en erreur. Et pas seulement dire mes valeurs sont contraires à ça, parce que ça va de soi, là. Mais vraiment d'amener des chiffres, des faits qui disent... Ce discours-là, il tient pas la route. Ça ne représente absolument pas la réalité. Et je pense que c'est ça que les gens apprécient. Puis t'es historien d'abord et avant tout. Ça doit énormément être utile dans cette démarche-là. Oui, puis je tiens à dire, parce qu'il y a des gens, des fois, qui pensent que je suis 100% militant 100% du temps, ce qui n'est pas le cas. Moi, quand j'écris un livre, j'essaie vraiment d'aller chercher les oppositions, les objections qu'on pourrait dire à mes propos. Puis, j'essaie pas à me remettre en question non plus. Là, ça se peut que j'ai pas la réalité, puis que mon hypothèse de départ, ce soit très différent de ma conclusion à la fin. Mais quand j'écris sur les réseaux, là, évidemment, je suis dans la... Je mets mon chapeau de militant. Et là, j'ai vraiment une idée vers laquelle j'essaie d'amener le public, mais sans pour autant être malhonnête. Là. J'essaie de toujours d'avoir des faits pour les appuyer. C'est aussi parce que je rejoins ce que tu dis un peu. Moi aussi, j'ai un mélange, j'ai de la démarche scientifique, mais j'ai aussi comme un positionnement fort et je travaille beaucoup avec les savoirs militants, mais c'est aussi comme que moi, en tout cas, mes positions se construisent avec le temps et avec une analyse qui est complexe au final. C'est pas juste j'ai ces valeurs-là et donc je défends ces positions-là. C'est aussi, OK, on comprend les mécanismes, on comprend les dynamiques, notamment les mécanismes de comment cette extrême droite monte, ce qu'on va travailler avec toi aujourd'hui. Et en les comprenant, ensuite de ça, on est capable de s'attaquer à des points précis. Mais il y a toujours, je pense, un besoin d'être très ouvert sur le dialogue, sur le fait d'éventuellement se tromper, sur le fait, faut être ouvert à tout ça. Mais à un moment donné, on a le droit aussi d'arriver avec certaines certitudes quant à des analyses. Avant de rentrer dans le gros de l'épisode, parce que je sens qu'on est déjà on est excité d'en parler, là, on veut en comprendre les mécanismes. J'ai commencé par la question brise-glace qu'on pose à tous nos invités. Donc, peux-tu nous partager un moment marquant de ton éveil politique queer? Moi, ça s'est fait vraiment très progressivement, dans la mesure où, je ne sais pas le dire, là, moi, j'ai déjà été transphobe, j'ai été homophobe. Ça a été vraiment progressif. Moi, j'ai déjà voté pour la DQ. Donc, je viens de loin. Oui, moi, j'ai été à droite. Mais j'ai évolué au fil des années. Et c'est beaucoup au contact de personnes différentes que j'ai évolué. Et le fait aussi de voir mes adversaires politiques, c'est drôle à dire, mais je dirais que François Legault a joué un rôle important dans mon évolution. Oh! Wow! Je vais en savoir un petit peu plus là-dessus. Oui. Alors, comme je disais, j'ai déjà été transphobe. Et moi aussi, j'étais dans cet esprit-là que, ça va trop loin. Là, puis il faut arrêter les folies, là, puis tout ça. Et là, il arrive un moment où est-ce qu'il y a une fausse directive du gouvernement du Canada qui sort dans l'espace public, comme quoi les fonctionnaires ne devraient plus employer les termes « monsieur » et « madame ». On est en 2017-2018 environ. Là. Que, supposément, là, pour ne pas offenser les personnes non-binaires, là, on n'a plus le droit d'utiliser les mots « monsieur » ou « madame ». Et là, évidemment, là, tollé médiatique, là, c'est n'importe quoi, délire woke et tout ça. Non, pas vrai. Woke, c'était pas à la mode à l'époque. C'était pas encore utilisé, là. Et là, j'entends François Legault qui compte ça et qui dit, nous, à la CAQ, là, on pense qu'il y a encore des messieurs puis des madames, là. Et je trouvais que c'était tellement épais, la façon... le discours qu'il y avait, la voix avec laquelle il disait. Et là, on dirait que... C'était Papa Legault qui parlait, là. Oui, c'est ça. Et là, on dirait que je me suis dit... Je suis vraiment d'accord avec ça? J'ai-tu vraiment envie d'être d'accord avec ça? Et là, ça m'a amené beaucoup à réfléchir. Et j'ai commencé à me demander pourquoi je pense ça, au juste? Pourquoi est-ce que ça me dérange une personne qui ne veut pas se faire appeler au monsieur, madame? Qu'est-ce que ça change à ma vie? Pourquoi est-ce que je suis en train de lire des articles là-dessus? Et
il y a des personnes qui ont beaucoup influencé Gabrielle Bouliane-Tremblay, par Ouais. exemple, des personnes qui, à force de les lire, je me suis dit, hey, non seulement ça change rien à ma vie, puis en plus, mais ça change tout pour ces personnes-là. Absolument. Donc, tranquillement, c'est comme ça que j'ai cheminé. Ouais, je trouve ça intéressant comme témoignage. C'est rare qu'on entend quelqu'un reconnaître le non-sens, peut-être d'un discours auquel on s'attache, puis d'en défaire les raisons pour lesquelles on s'y attache, puis de reconnaître aussi que des fois, il y a une espèce de vacuité, là, je sais pas si c'est le bon mot, dans les concepts que nos politiciens vont continuellement répéter. Puis là, je reviens à l'image du perroquet aussi. Oui. Puis de se reconnaître aussi comme étant un de ces perroquets-là, de ces perroquets-là qui va répéter ce qu'on entend de nos politiciens, politiciennes. Fait que je trouve ça intéressant comme témoignage pour cette raison-là. Oui. Et quelque chose que tu disais, c'est comme j'ai compris que j'avais pas besoin de comprendre. Mhm. Et ça, je trouve ça Ouais. vraiment intéressant justement parce qu'il y a vraiment, on dirait qu'il faut que si on relaye pas avec la transness, on va l'attaquer parce que nous on relaye pas alors que il y a des choses qu'on ne comprend pas puis les gens ils ont le droit de vivre tout autant puis Absolument. pourquoi tu vas t'opposer à leur existence. Oui. Qu'est-ce que ça te retire à toi? Mhm. Donc moi je trouve, est-ce que du coup quand tu t'exprimes, tu t'exprimes un peu à ton ancien toi? Tu t'adresses un peu à ton ancien toi de droite qui Oui et non, j'essaie beaucoup de le faire parce que j'essaie de me dire qu'est-ce qui m'aurait rejoint à l'époque, Mhm. puis qu'est-ce qui m'aurait barré complètement. Mhm. Qu'est-ce qui aurait fait que, oh non, toi, je t'écoute plus. Là, ton discours est trop agressif, ça me rejoint pas. Mais en même temps, vous le savez, c'est un sujet qui est tellement émotif. Oui. Ouais. C'est difficile des fois de se dire, on va oublier un peu, on va dépersonnaliser, on va rendre ça un peu plus neutre. C'est difficile des fois de ne pas être émotif. Mais oui, j'essaie de parler à mon ancien moi, celui qui était contre le féminisme, celui qui était transphobe, homophobe et tout ça. Comment est-ce que j'aurais pu le convaincre? Mhm. donc Est-ce que j'ai une question un peu personnelle. Est-ce que tu as senti ton entourage changer à travers ton évolution de pensée aussi, à travers ça? Bien, certainement, parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai beaucoup plus de personnes issues de la diversité Mhm. dans mon entourage que c'était le cas à l'époque. Mhm. Moi, je viens de Shawinigan, donc tous les préjugés qu'on peut avoir sur les régions, mais surtout, c'était une population qui était très homogène. Oui. La diversité, je l'avais pas tant que ça. Mhm. Puis si, par exemple, la seule personne homosexuelle que je connais me tombe sur les nerfs, ben forcément, je fais des amalgames que je Absolument. fais pas avec les gens de la majorité. Mhm. Donc, je sais pas, en fait, l'œuf ou la poule. Est-ce que Mhm. c'est l'évolution de mon entourage qui a fait que je me suis ouvert Ouais. ou l'inverse? Mais il y a certainement une corrélation, oui. c'est Génial. intéressant. Puis bon, ce qu'on disait dans le premier épisode, c'était aussi à quel point les queers, on a une capacité à développer une analyse critique de la société qui Mhm. vient toucher aussi des personnes hétérocis, puis qui a la capacité aussi de leur permettre d'avoir un regard critique sur leur Mhm. propre genre, sur leur propre sexualité, et au final de plus explorer et d'être beaucoup plus épanoui et heureux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi ressenti un peu en étant plus en contact justement avec plus de personnes à la diversité sexuelle, la diversité de genre? Mais juste le fait de trouver moins de raisons d'être en colère. Ouais. Mhm. On se rend pas compte à quel point c'est lourd. Puis je me le représente difficilement encore aujourd'hui, là, à quel point ça doit être lourd d'ouvrir le journal le matin, de voir une nouvelle qui parle de queer, trans, peu importe, et d'être en colère à cause de ça. Et là, d'aller sur les réseaux sociaux et de participer à la discussion, puis hey, on est-tu assez tanné de ça, de plus vivre avec ça? Ben, en même temps, maintenant, je vis avec un autre genre de colère puisque je Oui. suis solidaire. Oui, c'est ça. Mais au moins, j'ai l'impression d'être en colère pour les bonnes raisons. Ouais. Ça fait toute la différence. Pour ultimement avoir un peu plus de joie pour tout le monde. Oui. Ouais. Avant de rentrer dans l'épisode, Oui. justement, on va parler d'antifascisme, on va développer toutes ces analyses-là. Moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment important à amener, c'est comment fonctionne le cerveau. Et souvent, on va parler de 3 zones. Ouais. Donc, il y a une zone verte, qui est la zone de la sécurité, la zone de la connexion. C'est la zone qu'on cherche à atteindre. C'est celle où on peut discuter, échanger, s'épanouir. La zone orange, ce qui est la zone où on perçoit un danger et on réagit. Souvent, c'est ce qu'on appelle le fight or flight. Donc là, tu perçois un danger, tu réagis. C'est quelque chose qui est assez présent aussi dans les mouvements sociaux. Et la troisième zone, c'est la zone rouge. Là, on perçoit un danger de mort, un danger d'annihilation. Et c'est la zone du figement. On fige. Et en fait, une des stratégies
mise en place par l'extrême droite, c'est de nous positionner dans cette zone rouge. C'est-à-dire qu'à force de nous sortir des informations sur des informations, politique fasciste sur politique fasciste, on se sent écrasé, on se sent sidéré et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Donc là, on va avoir un épisode qui va être, on va parler de montée du fascisme. Ça va pas être l'épisode le plus léger, mais ça va être un épisode extrêmement intéressant et on va s'inviter collectivement à sortir de cette zone rouge et aller le plus possible vers la zone orange et vers la zone verte pour pouvoir ouvrir cette conversation. Et vous inquiétez pas, dans tous les autres épisodes qui vont suivre, on va énormément parler de résistance antifasciste. Mais la base de la résistance antifasciste, c'est de comprendre comment le fascisme fonctionne. Oui, puis cette image-là est super utile aussi pour comprendre pourquoi parfois on se mobilise, pourquoi parfois on est absolument immobile, paralysé face à cette peur-là. Donc, on va sûrement y revenir à cette image-là de la zone verte, orange et rouge au cours de l'épisode pour bien saisir les mécanismes par lesquels le fascisme nous terrifie. Donc, j'aimerais commencer par définir le fascisme. C'est quoi la définition que tu lui donnes? Parce qu'il y a quand même des définitions divergentes. Donc, je suis curieuse de la tienne. Oui, alors, c'est toujours difficile d'arriver avec une définition sans tomber dans les définitions académiques, donc qui font une dizaine de pages. Le fascisme, là, on parle d'extrême droite ici, c'est sa spécificité par rapport à d'autres mouvements d'extrême droite. Premièrement, il y a la base dans la nation, donc l'individu qui se fond dans la nation. La nation qui est vraiment l'objectif et l'unité de base. Donc, l'idée qu'on fait partie d'un groupe qui est, d'une façon ou d'une autre, supérieur à d'autres. La race aryenne, la nation française, la civilisation occidentale, dans tous les cas, on a une certaine supériorité qu'on veut ne pas voir métissée, parce que justement, on veut préserver cette pureté. Le totalitarisme, ce qui veut dire que l'État joue un rôle dans toutes les sphères de la vie. Chaque aspect de la vie est réglementé par le gouvernement. Donc, il y a quand même une croyance très forte en un État qui n'est pas l'État démocratique actuel, mais le pouvoir centré dans les mains de quelques individus qu'on croit dévoués au bien-être de la nation. Et finalement, distinction très importante, c'est l'embrigadement des masses. Par rapport à une dictature militaire ou un État policier ou une dictature religieuse, c'est que là, on veut que les masses participent à l'exercice du pouvoir. Quand je dis les masses, évidemment, je parle du groupe majoritaire. Donc, principalement, l'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, etc. Que l'élite n'est pas l'élite sans ses fans. Exactement. Donc, on n'a pas besoin, justement, d'une police extrêmement forte parce que, jusqu'à un certain point, la population va s'auto-réguler en ayant ces groupes qu'on veut supérieurs qui vont s'occuper, d'une certaine façon, de contrôler les groupes. De jouer la police. Exactement. Oui. C'est vrai, c'est vraiment intéressant comme... Oui, c'est comme si, mettons, j'essaie de le mettre en image, un nationalisme exacerbé et le totalitarisme faisait un bébé et ça donnait plein de petits fascistes. On peut le voir comme ça. Okay. Et c'est ça, dans la définition que moi je retiens, qui se rejoint beaucoup, c'est cette idée effectivement du nationalisme exacerbé qui est extrêmement important, l'idée de la nation, l'ethno-nationalisme, même nous on le voit vraiment beaucoup ici avec les Québécois. Quand on dit Québécois, en général, dans l'extrême droite, c'est Québécois blancs d'origine canadienne, française, d'origine catholique. Et le totalitarisme, qui est la tendance autoritaire et violente à s'attaquer à toute forme de contre-pouvoir, aux principes démocratiques, de faire taire, de censurer, etc. Et dernier élément que j'ajouterais, c'est le rejet de l'immigration et de la diversité sous toutes ses formes. Il y a une question centrale du rapport à la diversité culturelle, de genre, sexuelle, etc. Et donc, il y a vraiment une volonté de s'attaquer à la diversité pour affirmer un groupe dominant comme étant supérieur, donc de produire une hiérarchisation des humains avec ce mécanisme de déshumanisation, des humains qu'on rejette, qu'on exclut, et de surhumanisation de notre groupe d'appartenance. Oui. Avant de rentrer plus, parce qu'on touche à des éléments qu'on va venir plus tard qui vont être tellement pertinents pour comprendre les concepts, j'aimerais défaire l'idée que le fascisme appartient au passé. OK. À travers les connaissances que tu as, parce que tu es historien, donc c'est très, très pertinent d'utiliser ton expertise pour ça. En utilisant des exemples qui se passent à l'international présentement, est-ce que tu en as à nous offrir? Bien, on en a un qui est très près de nous. Là, Oui.
J'appelle souvent Trump le fasciste de la Maison-Blanche. Puis c'est pas une extrapolation, là, c'est pas une figure de style. Je crois vraiment que le régime Trump est un régime fasciste. As-tu apprécié les célébrations de son anniversaire récemment? Je mentionne son nom le moins possible. Parfait, splendide. On a un jeu, les amours, vous pouvez jouer au jeu, c'est Trump ou Hitler. Je pense que j'avais repris ça d'une de tes publications d'ailleurs. On va avoir des citations, on va se dire est-ce que c'est Trump ou est-ce que c'est Hitler? Intéressant. OK. Alors, première citation, ils détruisent le sang de notre pays, ils détruisent l'essence de notre pays. Les amours, qu'est-ce que vous en pensez? Trump ou Hitler? Je dirais Trump. Trump. C'est Trump, en effet. Et c'est la même rhétorique que dans Mein Kampf. Oui. Évidemment. Peux-tu expliquer ce que c'est pour les gens qui savent Ah oui, pas? Mein Kampf, c'était... toi, tu vas... Historien. Donc, Mein Kampf, c'est l'autobiographie d'Adolf Hitler, qu'il a écrit pendant qu'il était en prison et qui est aussi son programme politique. Donc, le livre dans lequel il expose sa vision de ce que doit être l'Allemagne. Oui, qui est un ouvrage malheureusement très populaire chez les masculinistes également. Effectivement. C'est ça. Autre citation, les amours. Réfléchissez, Trump ou Hitler. Nous combattons un ennemi qui n'est pas constitué d'humains, mais d'animaux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire Hitler, mais je sais que Je dirais dit Hitler des aussi. choses C'est similaires. Hitler, en effet. Bon! Mais c'est la même... je vais prendre une citation de Trump. Ils ne sont pas humains, ce sont des animaux. Je les appelle animaux car c'est ce qu'ils sont. En parlant des personnes migrantes sans statut. Donc, il y a vraiment un mécanisme de déshumanisation, de renvoyer des groupes au statut d'animal. Ça, c'est au cœur du fascisme. Et c'est effectivement de voir que tu as la même rhétorique chez Hitler et chez Trump. On est vraiment face à du fascisme. Une fois qu'on déshumanise quelqu'un, ça permet de justifier les violences qu'on leur fait subir. Oui, mais c'est aussi une façon de créer une hiérarchie qui fait en sorte qu'on ne remettra pas en question la vraie hiérarchie sociale. C'est-à-dire que moi, en tant que personne qui gagne correctement ma vie, on voudrait que je m'identifie plus, par exemple, à Pierre-Carl Péladeau qu'à une personne musulmane ou une personne qui a le même salaire que moi, mais qui a la peau noire. Et en m'amenant à défendre les intérêts de Péladeau, de cette façon-là, je me demande pas pourquoi est-ce que mon logement augmente, pourquoi est-ce que tous les prix augmentent, pourquoi est-ce que je suis plus pauvre qu'avant alors que mon salaire est le même. Je me pose plus les questions parce qu'au final, tout est de la faute des autres. Oui, il y a le toi et il y a l'autre. Oui. OK. On crée une fausse communauté pour amener justement la population blanche hétéro-cis à prendre les intérêts des milliardaires comme si c'était les leurs, alors que, objectivement, c'est pas le cas. À part Trump, est-ce qu'il y a d'autres exemples à l'international présentement de montée du fascisme? J'ai l'impression qu'on parle souvent de crises parallèles qui arrivent toutes en même temps, puis on est comme un peu dedans, là. Oui. En Europe, on le voit aussi, avec Giorgia Meloni en Italie, le Rassemblement national en France, Très fort. qui est un parti d'extrême droite, c'est la deuxième force politique en France présentement. Et même là, c'est pas assez à droite pour certains, comme Éric Zemmour, qui a fondé son propre parti encore plus à droite et qui, malgré tout, a quand même réussi à aller chercher là, une part du vote à la dernière élection présidentielle. Donc oui, il y a absolument de quoi s'inquiéter parce que c'est une extrême droite qui est de plus en plus décomplexée et de plus en plus populaire parce qu'elle vient donner une réponse très simple à des problématiques qui sont extrêmement complexes. Ouais, et qu'elles sont connectées au pouvoir et aux milliardaires aussi. Donc, il y a vraiment, je pense, cette idée d'une fascisation, en fait, du pouvoir des élites. Parce qu'on prend l'exemple de la France et on voit que toute la droite et même le centre reprennent le discours de l'extrême droite, préfèrent s'attaquer de manière permanente à la gauche et diaboliser la gauche et s'inspirer de l'extrême droite. Israël est dirigé par l'extrême droite qui est en train de commettre un génocide en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte d'international fasciste, en fait, qui s'inspire. En fait, dans tous les pays, on va utiliser les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, le même genre de discours pour réussir à prendre le pouvoir ou à s'en rapprocher. Oui, j'allais me questionner sur l'effet simultané de ces montées du fascisme à travers le monde. Est-ce que c'est parce qu'un le fait, l'autre se le permet? Comment ça se produit?
Les crises auxquelles on assiste présentement, c'est des crises internationales. On parle beaucoup de la crise du logement au Québec, mais ça ne se limite pas au Québec, C'est là, isolé, là. à la grandeur du monde occidental. La crise environnementale, même si ça n'intéresse pas la droite, il reste que c'est une crise avec des conséquences réelles. Donc, quand on a des crises internationales, ben, c'est normal que dans plusieurs pays différents, la réponse soit un peu la même. Le contexte qu'on a connu, qui a été le plus propice à la montée de l'extrême droite, c'était la Grande Dépression des années 30. C'est à ce moment-là qu'on a vu émerger beaucoup de dictatures d'extrême droite. Aujourd'hui, on n'est pas dans une crise semblable au niveau financier, mais il reste qu'il y a beaucoup de remises en question qui font qu'on se dirige encore une fois vers Puis la solution fasciste. Au-delà de ça, ce que tu dis par rapport à l'international fasciste puis des élites, l'existence de ces multimilliardaires-là, qui, ben, je sais pas s'il y a des parallèles avec l'histoire à faire de ces personnes détenant autant de pouvoir doivent avoir une influence internationale également. Oui, je pense que la notion de crise, elle est super intéressante parce que le capitalisme est quand même en crise à cause du néolibéralisme où, dans le fond, les élites ont accumulé de plus en plus de richesses, détruisent la planète. Il y a comme une logique de crise, il y a des résistances face à ça. Et c'est là où il y a une espèce de calcul stratégique rationnel, en fait. Rationnellement, les élites économiques veulent mettre le pouvoir dans les mains de l'extrême droite pour continuer à accumuler la richesse et ne jamais remettre en cause leur pouvoir. Donc ça, je pense que c'est comme un élément très important. Et ils exercent un pouvoir impérialiste. On parlait de Trump. Trump, il met une pression énorme et il intervient pour mettre en place des dictatures en Amérique latine. On le voit bien, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, si tu n'as pas un gouvernement d'extrême droite, si tu as un gouvernement de gauche, je vais taper dessus, je vais te menacer d'aller t'envahir. Mais si tu as un gouvernement d'extrême droite auprès duquel on peut faire ce qu'on veut, voilà, donc il y a un nouvel ordre mondial. Il y a l'international fascisme, mais il y a aussi un nouvel ordre mondial qui est en train de se redessiner avec l'empire des États-Unis qui sont en crise, qui allaient perdre leur position de premier pouvoir et qui, c'est une espèce de cri d'aboi, là, ouais. Oui, et avec une nouvelle aristocratie. Oui. On ne le mentionne pas beaucoup, mais les hommes les plus riches du monde en ce moment, là, on n'a jamais eu dans l'histoire quelqu'un qui détenait autant de pouvoir économique. Jeff Bezos, Elon Musk sont plus riches que l'ont jamais été les rois de France et qui pourtant ont provoqué une révolution à leur époque, justement à cause de leur style de vie décadent, complètement déconnecté de la population. On dirait qu'il y a quelque chose par rapport à l'image, vu qu'ils ne portent pas de couronne, on n'a pas le droit de s'insurger, mais c'est du jamais vu, le pouvoir qu'ils détiennent, ces hommes-là. Oui, effectivement. Puis quelqu'un qui s'achète un gouvernement d'une grande puissance comme le fait Elon Musk, ça, c'est vraiment du jamais vu. Absolument. Là, si on se ramène un peu plus au Québec, oui. De qui et de quoi doit-on se méfier quand on parle de fascisme? Alors, si on parle d'extrême droite au Québec, politiquement, on va le dire, là, c'est marginal comme tendance. On aurait Maxime Bernier au palier fédéral, qui n'a pas de siège, puis qui est vraiment négligeable sur le plan électoral. Au niveau provincial, on n'a pas de parti d'extrême droite. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'Éric Duhem est d'extrême droite, même si ça arrive qu'on le dit. Mais par contre, les organisations d'extrême droite sont de plus en plus influentes. Je pense entre autres à Campagne Québec Vie, donc le ralliement des anti, entre autres, des anti-avortements. Au départ, c'est ça, mais qui est également une organisation homophobe et transphobe qui organise des manifestations, qui a beaucoup d'argent. On se demande d'où ça vient. Moi aussi, je me demande d'où ça vient. On sait quand même qu'il y a des députés conservateurs qui financent ce genre d'association. On a Pour les droits des femmes, qui est une organisation féministe, entre guillemets, mais qui est avant tout un rassemblement de transphobes et d'islamophobes. Donc, il n'est absolument pas féministe. Non, ils ont leurs entrées au Parti québécois. C'est eux, entre autres, qui ont fait voter à la CAQ. C'est eux, entre autres, qui ont fait voter les résolutions transphobes du dernier congrès. On a vu, avec l'intermédiaire de Christiane Pelcha, ils ont aussi leurs entrées au Parti libéral. Donc, même si on n'a pas de gens d'extrême droite dans les partis, il reste que ce sont des forces qui sont très présentes. On pourrait parler d'une Nouvelle Alliance aussi, qui est une association qui est ouvertement, qui prône un nationalisme ethnique, donc c'est vraiment le mot qu'ils utilisent, et qui sont installés là, au Parti québécois et au Bloc québécois. Donc, même si on n'a pas de députés d'extrême droite, ça n'empêche pas que les idées, elles, font leur chemin. Oui, oui. Puis ces idées-là sont associées à des partis très proches du pouvoir ou au pouvoir, donc...
Oui. Et moi, c'est drôle parce que tu vois, j'ai une définition un peu différente dans le sens où, en tout cas, si on reprend la définition de départ, on parle de nationalisme exacerbé, on Oui. parle de s'attaquer aux principes démocratiques et aux contre-pouvoirs, Ouais. on parle de rejeter l'immigration et la diversité sous toutes ses formes. Moi, quand je pense à l'extrême droite au Québec, elle ne dit pas son nom. Mais en réalité, pour moi, le leader de l'extrême droite au Québec, ou en tout cas le courant majoritaire, c'est le nationalisme identitaire. Mhm. Et le nationalisme identitaire, c'est qui le dirige intellectuellement? C'est Mathieu Bock-Côté. Oui. Mathieu Bock-Côté, c'est un leader de l'extrême droite. Il a toute sa bande de chroniqueurs / militants d'extrême droite qui s'expriment tous les jours sur Québécois et une énorme influence sur la CAQ et sur le Parti québécois. Et moi, ce que je vois, c'est que quand on prend la définition de l'extrême droite, les positions politiques de PSPP et du Parti québécois d'aujourd'hui, elles fit. Les politiques de la CAQ actuelles, elles fit. En tout cas, on se dirige vers ça. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je dirais que les positions, on est dans la bonne trajectoire. On n'est pas encore rendu au point où je parlerais d'extrême droite. Je donne juste un exemple. Au Parti québécois, à la CAQ, au Parti conservateur, on parle de diminuer les seuils d'immigration de façon drastique. Puis, on fait vraiment un bouc émissaire de l'immigrant. Oui. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux sur le plan social. Maintenant, si on compare avec les mouvements d'extrême droite et les propagandistes d'extrême droite comme Mathieu Bock-Côté, là, on parle vraiment de remigration. Donc là, on parle vraiment d'expulser des gens, et pas seulement des travailleurs temporaires, là, mais des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 générations parce qu'on suppose que leur intégration n'est pas suffisante. Donc, quand on en arrive là, à mon avis, on est vraiment dans le domaine de l'extrême droite. Après... Est-ce que c'est pas des sifflets à chien, comme on appelle en anglais, là? Tout à fait. Dog whistler, est-ce que c'est pas justement, OK, bon, on sait qu'on peut pas aller jusque-là, mais au final, on voit très clairement les appels de pied à l'extrême droite faits par PSPP, on voit très clairement les discours anti-immigrants. Alors peut-être qu'on se dit, on va pas aller aussi trash que ça parce que ils vont de l'avant. Il faut toujours plus trash pour avoir l'air plus centriste. Ouais. Mais c'est pour ça que pour moi, je me dis, est-ce qu'on n'y perd pas... En tout cas, on sait que l'extrême droite, elle start ici. Et je me dis, est-ce que quelque part, on n'y perd pas à se dire, c'est pas encore ça? Parce qu'un peu, c'est un peu comme si, tant qu'il n'y a pas des camps de concentration, on peut pas dire que c'est du fascisme. Mais comme, ça a mis du temps avant que les camps de concentration arrivent. Oui. Parce qu'il y a quand même des discours qui sont habillés de jolis vêtements pour qu'ils paraissent moins pires, puis ils le sont de moins en moins. T'sais, on va beaucoup blâmer les crises, que ce soit de logement, que ce soit le coût de l'épicerie, que ce soit de crise. Pourquoi tu n'as plus de job? Pourquoi tu as de la misère à chercher un emploi? Pourquoi tu as de la misère avec ton salaire? Puis ces discours-là sont de moins en moins habillés d'une jolie boucle. Oui, tout à fait. Puis j'hésite pas à dire que le Parti québécois, la CAQ et le Parti conservateur, puis même le Parti libéral jusqu'à un certain point, préparent le chemin à l'extrême droite. Et j'insiste ici sur le Parti libéral parce qu'il ne faut jamais oublier que pour que l'extrême droite arrive au pouvoir, ça prend la complicité du centre. Absolument. On n'arrive pas, on n'a pas un Hitler sans le parti qui s'appelait justement le Zentrum, donc le centre, qui vient soutenir le nationalisme-socialisme. Parce qu'on avait tellement peur de la gauche qu'on a complètement fermé les yeux sur la droite. Et je le vois, ça. Parce que je connais beaucoup de gens quand même qui sont au Parti québécois, puis des gens que je respecte, puis qui adhèrent pas du tout là, à ces idées-là, mais qui sont tellement obnubilés par l'idée de que le Québec est un pays et tout ça, qui sont prêts à fermer les yeux sur absolument tout. C'est ça, c'est l'indépendance, peu importe comment on s'y rend. Il y a cette idée-là dans les mouvements indépendantistes, même chez les jeunes indépendantistes, que tant qu'on se rend à l'indépendance, correct, mais la fin justifie pas les moyens. C'est tordu de penser comme ça. Effectivement. Ouais. Alors, donc pour comprendre comment monte l'extrême droite, le concept qu'on trouve vraiment intéressant, c'est celui de guerre culturelle, justement. Puis là, ça va nous permettre de déconstruire un peu plus les stratégies puis les discours qui sont tenus, parce que, bon, on verra comment les choses évoluent, mais à mon avis, ça va pas dans la bonne direction, surtout du côté des partis qu'on a nommés. Et un concept qui est utile pour comprendre cette guerre culturelle, c'est la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est quels sont les discours qui sont jugés comme étant acceptables ou inacceptables dans une société, dans l'espace
l'espace public, l'espace médiatique. Et ce qu'on voit, c'est que l'extrême droite, à travers sa guerre culturelle, essaye de rendre de plus en plus acceptables des discours qui sont de plus en plus trash, violents, haineux contre des groupes minoritaires marginalisés et rendre inacceptables des discours de gauche modérée qu'on essaye de faire passer comme des discours d'extrême gauche, etc. Donc on voit vraiment le déplacement de cette fenêtre. On va essayer de réfléchir à comment cette fenêtre se déplace, notamment avec 3 angles: la production de boucs émissaires, Ouais. la mobilisation d'une base électorale et militante pour prendre le pouvoir et le détournement d'attention. Ouais. Pour la fenêtre d'Overton, est-ce que tu aurais un exemple d'un discours qui était non acceptable il y a quelques années qui l'est aujourd'hui, ou l'inverse, un discours de gauche qui était commun? J'ai un qui bon ne- exemple là-dessus. Si jamais, Vas-y. Je te laisse y aller. Vas-y. l'exemple que je répète souvent, 2006-2008, on a la crise des accommodements raisonnables. Mhm. Et là, on a l'ADQ, l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont, qui a vraiment sauté là-dessus puis qui en a fait son cheval de bataille. Absolument. Qui demandait qu'on diminue les seuils d'immigration puis qu'on refuse les accommodements pour motifs religieux. Mhm. Donc, par exemple, les menus halal et tout ça. Ouais. C'est quand même des revendications qui sont relativement sobres là, comparées à ce qu'on entend aujourd'hui. Là. On parlait pas d'interdire le port du voile à l'école là, comme ça se fait présentement. Mhm. Et à ce moment-là, Makakoto, qui était un député péquiste, avait comparé Mario Dumont à Jean-Marie Le Pen, donc le chef de l'extrême droite française. Avait comparé l'ADQ au Front national. Et c'est le même parti là, qui, aujourd'hui, a un discours qui va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que des personnes qui applaudissaient Makakoto quand il disait Mario Dumont, c'est Jean-Marie Le Pen, sont capables aujourd'hui de dire ah oui, interdire le port du voile aux élèves du primaire, c'est une excellente idée. Donc, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs exemples là, Puis pour on la est dans fenêtre un court d'Overton. laps de temps, là. On parle Oui. de 2018. Oui, Ça fait moins de 10 ans, là. Ouais. Ouais. Et l'autre exemple à gauche qu'on peut prendre, c'est Québec solidaire, qui, pour moi qui suis très à gauche, Québec solidaire, c'est pas très à gauche, et surtout est devenu un parti de plus en plus centriste ou centre-gauche, mais qu'on va continuer sans arrêt de faire passer comme un parti d'extrême gauche, alors qu'ils ont des positions très modérées. Oui. Si on a un minimum d'analyse objective, c'est pas du tout un parti d'extrême gauche, c'est un parti de gauche, c'est pas très radical en fait. Donc c'est un autre exemple, de Absolument. ce déplacement. Oui, absolument. Pour partir, on t'a nommé les 3 points sur lesquels on allait se baser pour définir la guerre culturelle puis essayer de la comprendre. Le premier, c'est la production de boucs émissaires. Oui. Donc, sur qui on met la faute pour nos malheurs, puis comment est-ce qu'ils sont produits, ces boucs émissaires-là. J'aimerais commencer par définir c'est quoi un bouc émissaire quand on parle de fascisme puis d'extrême droite. Qu'est-ce qu'un bouc émissaire? Alors, c'est une personne ou un groupe qu'on va tenir entièrement responsable d'une problématique généralement complexe où la responsabilité est partagée. Par exemple, quand on dit l'immigration a provoqué la crise du logement. Bon, ici, l'immigrant devient le bouc émissaire pour une crise dont les élites économiques et politiques sont grandement responsables. Mais en pointant du doigt l'immigrant, on évite justement que les gens se posent des questions sur la responsabilité collective de la crise du logement. Effectivement. Et bref, c'est ça un bouc émissaire. C'est un exemple vraiment intéressant Ouais. parce qu'aussi, par exemple, François Legault refusait de reconnaître qu'il y avait une crise du logement en disant si on reconnaît qu'il y a une crise du logement, ça veut dire qu'il faut agir dessus. Et notamment, pourquoi? Parce que tous les ministres de la CAQ, ils sont tous propriétaires de ils sont tous millionnaires en termes de propriété. Et l'enjeu, c'est surtout la spéculation immobilière. C'est ça qui provoque la crise du logement. Et là, à force de répétition dans l'espace médiatique du fait que ça viendrait des immigrants temporaires, là, tout d'un coup, il a reconnu la crise du logement en disant les immigrants temporaires sont responsables à 100% de la crise du logement. Donc, c'est un discours qui est clairement raciste, qui est dangereux. Et on voit ça continuer avec toute la crise des services de santé et des services sociaux et du milieu d'éducation qui sont liés aux politiques d'austérité, aux désinvestissements de l'État, etc. Et pareil qu'on va mettre sur le fait qu'il y ait des personnes migrantes. Donc là, on essaye de faire croire, dans le fond, aux personnes blanches que s'il y avait... Parce que quand on dit personnes migrantes, dans leur tête, évidemment, c'est les personnes racisées. Mais en tout cas, s'il y avait moins de personnes migrantes ou racisées qui utilisaient ces services, c'est comme si ça leur en donnait plus pour eux.
Alors que ça marche pas comme ça. J'ai pas de diplôme en économie, là, mais je suis capable de comprendre que ça marche pas comme ça, l'économie. Oui, oui. Fait qu'il n'y a pas de bouc émissaire sans déresponsabilisation. Un autre exemple, c'est la reconnaissance du racisme systémique en ce moment, que Christine Fréchette a encore nié. Ça crée des paniques morales, en fait, quand on crée des boucs émissaires comme ça. De qui on a peur? Ben, en fait, on joue vraiment sur les préjugés qui sont déjà existants. Souvent, quand on crée un bouc émissaire, on le crée pas vraiment de toute pièce. La population est déjà prête à l'accepter. Ouais. C'était ça avec les musulmans en 2006-2008. Il y avait déjà une certaine méfiance depuis le 11 septembre à l'endroit de la population musulmane. Donc, il y a des politiciens qui l'ont senti, qui se sont dit on pourrait jouer là-dessus. Après ça, on a certains médias qui vont mettre beaucoup d'attention là-dessus et tranquillement, on va habituer les gens à justement à avoir le réflexe de blâmer cet autre pour tous les problèmes, au point où on peut en venir à faire des liens là, qui n'ont absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il y a du décrochage scolaire chez les garçons? Ben, c'est parce qu'on parle trop de trans puis de LGBTQ à l'école, puis ça, les garçons n'aiment pas. Mais non, ça n'a aucun sens. Absolument. Fait que là, on sait qu'est-ce qu'un bouc émissaire puis comment ils sont créés. Comment est-ce que sont propagées ces idées-là, que là, je veux m'en venir à la guerre culturelle? Pourquoi c'est culturel? Oui. En fait, le concept de panique morale, il est vraiment intéressant parce que c'est des grosses paniques morales. Donc, il y a un terreau fertile, mais il y a aussi une reprise de ce qui marche dans d'autres pays. On l'a beaucoup vu par rapport aux enjeux trans parce que nous, il y avait un terreau moins fertile, je pense, à la transphobie ici. Et c'est arrivé parce qu'on s'est inspiré des discours qu'il y avait au UK, ailleurs, et des stratégies qui sont utilisées. Et les paniques morales, c'est des feux de paille médiatiques. Donc, on va construire de toutes pièces, pour le coup, des feux de paille médiatiques, des campagnes de désinformation, de mensonges. Feu de paille, ça veut dire ça pogne vite, ça part vite? Ouais, ça pogne vite, ça part vite. L'enjeu, c'est panique morale. Donc, il y a un truc très émotionnel. On va chercher les émotions. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire de la désinformation avec un espèce de biais de sélectivité où on va sélectionner, on va représenter des faits quand ils renforcent la panique morale et exclure les autres. On va simplifier des faits complexes. On va présenter des rumeurs comme des réalités. Voire aujourd'hui, on va utiliser l'intelligence artificielle et les deepfakes. Ce qui est revendiqué, très clairement par l'extrême droite de faire passer des rumeurs comme des réalités, etc. C'est pas anodin. Et ça a un impact. Oui, toujours. Donc là, on va aller chercher, je ne sais pas, un exemple récent, donc dans l'islamophobie, parce que ça, c'est aussi un bouc émissaire, les personnes musulmanes. On va tout le temps s'auto-mettre en valeur en disant ils n'auraient pas les bonnes valeurs. Et on va mettre en place des politiques de surveillance des pratiques des personnes musulmanes pour ensuite créer donc, des paniques morales. Exemple, la prière de rue. Donc là, on va dire, moi, j'ai jamais vu de prière de rue. Peut-être qu'on a eu une fois en quelque part, mais là, on va prendre des photos, on va les amener, on va en faire un sujet, on va le commenter, le surcommenter, les gens vont le partager en ligne. De chroniques. On en fait une réalité, un phénomène social dangereux, parce que c'est ça, derrière l'objectif, c'est de construire des groupes sociaux minoritaires marginalisés comme dangereux. Pour justifier le fait qu'on met en place des nouvelles lois. Et même la nouvelle loi sur l'interdiction de la prière en public. Après, il y avait la célébration de Pâques, où là, c'était les catholiques, et ils étaient comme « Ah non, mais ça ne va pas s'appliquer à eux. » Alors que là, on a une prière en public, mais celle-là, elle ne pose pas de problème. Donc, il y a vraiment de ça. Avez-vous d'autres exemples? Les enfants qui se revendiquent comme des chats et des chiens. Qui s'identifient comme des chats et des chiens. Ça reposait sur absolument rien. Là. Ça, c'est une rumeur britannique qui a, entre autres, été importée ici. Et éventuellement, on a inventé que ça se passait dans nos écoles, ici également, là, qu'à Gatineau ou à Amos, il y aurait des enfants qui s'identifient comme chats. À cause de ça, on a installé une litière dans la classe. À Radio X, entre autres, là, on a surfé là-dessus. Puis évidemment, quand on en vient à dire c'est pas vrai, mais il est trop tard. Il est trop tard. La nouvelle s'est déjà propagée, puis a déjà mis les gens en zone orange ou en zone rouge de « Oh mon Dieu !» nos enfants sont en danger. Il y a vraiment une grande peur qui va provoquer l'envie d'agir dans l'urgence, en fait, puis d'y réagir à chaud. Oui, c'est ça ce qui compte, c'est l'impact. Et c'est un autre exemple, il y avait comme un chantier
C'est vraiment une fausse information. Il y avait un chantier où on disait il y a plein de personnes musulmanes, donc les femmes n'ont pas le droit d'aller sur le chantier à Montréal, ce qui était faux. Mais l'information sort, elle est diffusée, elle est surdiffusée, puis là, on se retrouve avec 3 jours après, il y a ah non, c'était pas vrai, mais est-ce que tous les gens qui ont partagé la fausse information vont partager le c'était pas vrai? Non. Autre exemple, il n'y a plus de femmes, celle-là était bonne, il n'y a plus de femmes au Canada. Donc là, on a toute une panique morale avec ce qu'on appelle la motion du vagin. Donc... Ouais. Il n'y a plus de femmes au Canada, donc il y a un jugement de la Cour suprême où il y a une fois le mot personne avec un vagin et 63 fois le mot femme. Oui. Et on essaye de faire croire qu'il n'y a plus le mot femme, que maintenant il faut juste utiliser personne avec un vagin. La panique morale enfle, elle vient de l'extrême droite médiatique québécoise, Martineau, Durocher, Fécal, etc. Et là, on se retrouve avec une motion adoptée à l'Assemblée nationale pour dénoncer ce jugement. Donc ça a vraiment un impact. Oui. Il y a eu vraiment une crise médiatique, journalistique, j'ai envie de dire, qui est vraiment le bras droit de la montée du fascisme au Québec. Je dirais que c'est vraiment la dictature de l'opinion, en fait. C'est qu'il y a beaucoup trop d'opinions dans les médias par rapport aux vrais journalistes, là, ceux qui rapportent des faits. Ce qui fait que, par exemple, Rebel News peut justement aller filmer des gens à Montréal, dire, voilà, il y a une prière de rue, et en faire une nouvelle. Et là, il n'y a personne qui va contre-vérifier ça. Et même s'il n'y a aucun journaliste de Québécois qui va en parler, mais on a justement Martineau, Durocher et tout ça, qu'eux, ils vont en parler beaucoup. Et donc, ça devient un fait pour bien des gens, même si au départ, ça part d'un pseudo-média qui est subventionné par l'industrie pétrolière, qui n'a aucune légitimité journalistique, mais qui peut fabriquer des nouvelles de cette façon-là. Donc, pour moi, le gros problème qu'on a présentement dans les médias, c'est le fait que l'information, ce n'est pas payant. Donc, le privé désinvestit beaucoup dans la partie information. Et on a bien Radio-Canada et Télé-Québec, mais qui ne peuvent pas non plus faire tout le travail. Quand on parle de guerre culturelle, on utilise le mot guerre, donc on pense peut-être à des stratégies qui sont réfléchies pour faire front. Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est volontaire d'utiliser la désinformation, sachant qu'une nouvelle fausse prend beaucoup plus de temps à debunk dans les médias? Donc, on sait qu'ils se propagent plus vite. C'est des procédés qui sont utilisés volontairement? C'est volontaire, forcément, à moins d'avoir vraiment la tête dans le sable. Si un chef politique va à Rebel News, exemple, il sait très bien où il va. Là. Moi, je peux pas croire là, que la personne... Son équipe ne le prévient pas. Il n'y a personne, justement, dans son équipe qui est venu le prévenir. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent à quel public ils s'adressent quand ils vont s'adresser à ce genre de pseudo-médias. Et les politiciens participent aussi, là, ne serait-ce qu'en partageant des nouvelles sur les réseaux sociaux, des fausses nouvelles, des fois. Ils contribuent, justement, à la désinformation. Et s'ils le font, c'est parce que c'est rentable politiquement. Ils mentent. Moi, des fois, quand je vois PSPP, je me dis un mensonge par jour, des fois. Je sais pas si j'abuse un peu, mais on a l'impression que le mensonge est vraiment une arme politique qui est utilisée pour produire la peur. C'est toujours la même stratégie. On veut produire la peur. Et donc, on dit, il y a des toilettes non genrées, c'est l'extrême gauche qui s'infiltre, etc. Aucune preuve de ça. Quand un journaliste lui demande c'est quoi tes preuves, tout ce qu'il répond c'est c'est à toi de faire tes recherches, t'es journaliste. Non, mais t'es politicien, c'est à toi de te reposer sur des faits. Puis la répétition devient en quelque sorte la preuve. On va créer une illusion de vérité parce qu'on le redit, le redit, le redit à travers plein de médias, à travers plein de voix qui portent. Puis ce que ça va créer comme illusion, c'est que ça doit être vrai. Si tout le monde le dit. Et souvent sans aucune considération pour les personnes qui sont touchées. Absolument. Pour moi, la pire panique morale qu'on a eue dans les dernières années, c'est l'histoire de Mix Martin. Cette enseignante non-binaire qui a demandé à ses étudiants, à ses élèves, de ne pas l'appeler madame, mais de l'appeler Mix. C'est extrêmement anecdotique. Comme, c'était même pas une leçon là, sur la non-binarité en classe, c'est juste moi, appelez-moi comme ça. Et des politiciens qui ont décidé d'en faire justement une panique morale, qui en ont fait Oui, et la pauvre enseignante qui s'est retrouvée sous le feu des projecteurs, qui n'a rien demandé, là, et qui a été un sujet de conversation pendant 2 semaines, qui s'est fait présenter justement comme une agente de la gauche radicale qui s'en vient pervertir les enfants. Et
Il n'y a jamais personne qui s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a vraiment un Donc- processus d'exagération. Oui. Ouais. Mais on a concrètement des chroniqueurs qui sont payés une fortune. Parce que c'est ça aussi, c'est comme on pourrait avoir de l'opinion, mais il pourrait y avoir beaucoup d'opinions très à gauche aussi. Il y a quand même Oui. un choix de faire de l'opinion d'extrême droite ou très à droite et qui fouillent, cherchent pour aller trouver la prochaine panique morale. C'est ça leur job. Leur job, Oui. c'est d'aller trouver la prochaine panique morale pour produire la peur par rapport à des groupes minoritaires et marginalisés. C'est ça leur job. Et un enjeu par rapport au public, c'est ce qu'on va appeler le biais de confirmation. Oui. Je l'ai vu une fois, ça veut dire que c'est vrai. Mhm. Et quand tu essayes de discuter avec des personnes qui reproduisent tous ces discours-là, c'est là où c'est très compliqué parce qu'ils vont juste reproduire le cadre idéologique et la tambouille. Et là, vous avez vu, il y a la personne non-binaire qui a porté plainte contre un salon de coiffure, ça n'a pas d'allure. Et à chaque fois, ils reproduisent ces discours sans les questionner, en fait. On leur donne un prêt-à-penser, en fait. Hey les amours, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Reste à l'écoute, l'épisode continue. On voulait te rappeler que si tu souhaites soutenir le Club Sexu dans la production du balado Tout le monde est rendu queer, c'est absolument possible. Tu peux faire un don, t'abonner à toutes nos plateformes, interagir avec notre contenu, en parler autour de toi et nous mettre 5 belles grosses étoiles. Tous les liens sont dispo dans la description. Ah ouais, on te laisse continuer l'épisode. Bonne écoute. Ouais, ça nous amène au deuxième point de la guerre culturelle qui est la base militante et électorale qui se rassemble en fait derrière ces fausses nouvelles-là, ces idéologies-là, puis ces narratifs, en fait, ces histoires qu'on se raconte, qu'ils se racontent sur la gauche extrémiste. Un parfait exemple de ça, c'est les MAGA, j'ai envie d'utiliser, qui est un groupe qu'on regarde de loin, puis on se dit, mon Dieu, mais c'est sectaire, en fait. Puis je me pose la question de... Souvent, je vais regarder des mobilisations MAGA ou des regroupements, des manifestations auxquelles ils vont participer en me disant « Ah, mais ces gens-là, ils croient pour vrai. Ouais. » Comment ça se fait qu'ils y croient pour vrai? Parce qu'ils veulent y croire. Il n'y a rien de plus difficile à démentir qu'un mensonge auquel on veut croire parce que ça vient confirmer ce à quoi on pense. Souvent, quand on regarde ce genre d'idéologie, ça vaut pour l'extrême droite comme pour l'extrême gauche. Souvent, on lit ça et on se dit, mais comment est-ce que quelqu'un de moindrement raisonnable peut vraiment y croire? Parce que la base, déjà, est instable. Juste le fait, justement, de se dire, là, tous nos problèmes, 100% de nos problèmes sont créés par l'immigration. Ça repose sur rien en partant. Mais si on est prêt à le croire, on va y croire. Ça propose une réponse facile à nos angoisses aussi. Oui. Et la personne, si en plus c'est une personne qui parle avec un espèce de faux accent français, qui On vise personne en qui particulier. utilise des grands mots, qui fait des grandes phrases, qui a l'air intelligente, là, c'est encore plus flatteur parce qu'on se dit, c'est quelqu'un qui a qui a des diplômes, qui est très éduqué, qui est très intelligent et qui confirme ce que je pense. Et ça lui donne encore plus de valeur. Et moi, j'aimerais rajouter là-dessus le concept de post-vérité que je trouve vraiment intéressant. C'est Clément Viktorovitch, un philosophe français qui parlait de ça. Et il disait, mais en fait, la diffusion de la désinformation, ce qu'elle produit, c'est une grande indifférence au vrai. Et donc, je ne crois plus ce qui est la vérité. Je crois ce qui me plaît. Oui. Et donc, autour de l'extrême droite, le fait de répéter sans arrêt qu'il y aurait des groupes méchants, qu'il faut les attaquer, en tout cas de produire ces peurs irrationnelles, on finit par le croire. Et donc, dans le fond, l'extrême droite, sa stratégie, c'est de placer en zone orange une base militante électorale, de leur faire peur. On produit une peur irrationnelle et vu qu'il y aurait des groupes qui essayent de convertir tout le monde ou qui essayent de prendre le contrôle ou qui essayent de rendre tout le monde LGBT, etc., ou qui essayent d'agresser les femmes, là, il faut réagir. Et donc, le concept de post-vérité est utile pour ça parce que finalement, à partir du moment où tu tapes sur ces boucs émissaires, quelque part, je suis content et je vais défendre le fait de taper sur ces boucs émissaires, mais c'est aussi mobiliser cette extrême droite mobiliser cette base pour qu'elle exerce des violences. C'est-à-dire que finalement, ça devient rationnel. Si j'ai peur de certains groupes produits comme dangereux, ça devient rationnel de les attaquer, d'exercer des violences. Oui. Que ce soit des insultes dans la rue ou que ce soit de l'intimidation et de la cyberintimidation. Et la base
quelque part de l'extrême droite qu'on a aujourd'hui, c'est une extrême droite de médias sociaux. Oui. C'est pas une extrême droite de rue. C'est Donc, les trolls. C'est les trolls, c'est les intimidateurs, c'est les cyber-intimidateurs Ouais. qui suivent la ligne politique des intimidateurs en chef du Québec, qui sont la bande de chroniqueurs de Québécois, parce que c'est ça qu'ils font sans arrêt, intimider, faire taire, censurer, et qui suivent ça. Et toi, t'es courageux parce que t'es sur Facebook, parce que Oui. Facebook, c'est vraiment un nid de cyber-intimidation, d'intimidateurs. Vous en parlez souvent avec les autres camarades, Marie-Ève Trottier, Marie-Ève Coton, Élissane ou d'autres camarades qui subissent ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu vois par rapport à... Ben d'abord, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'aime dire que j'ai un gilet pare-balles naturel en tant qu'homme blanc, hétéro, cis, né au Québec, qui parle la bonne langue. Il y a très peu de leviers qu'ils peuvent prendre pour m'attaquer sur mon identité. Ils vont beaucoup attaquer mon honnêteté, ils vont attaquer ma rigueur, ils vont attaquer mon intelligence, mais généralement, ils vont pas attaquer qui je suis. Et ils sont moins nombreux. Ça m'est arrivé justement d'écrire sur le même sujet que Marie-Ève Coton, par exemple, et notre opinion est sensiblement la même, notre portée est visiblement la même, et malgré ça, elle reçoit beaucoup plus de haine que ce que moi, je vais recevoir. Parce que c'est une femme, évidemment. Ouais. Tu fais pas partie des boucs émissaires, en fait. Je fais pas partie des boucs émissaires, mais au contraire, je fais partie des groupes de mouvement. du bon groupe, là, celui qu'on en voudrait plus. Là. Ouais. Et c'est ce qui fait que je suis peut-être moins attaqué, mais ça n'empêche pas que je reçois énormément de... Tu l'es quand même, parce que y a plusieurs choses là-dessus. Premièrement, ce qu'on voit aussi dans nos influenceurs de gauche, on va dire, qui sont présents et visibles sur les médias sociaux, on est beaucoup de personnes blanches aussi. Oui. On va se le dire, parce qu'il y a vraiment les attaques, la violence que reçoivent les femmes racisées, les personnes queer racisées, fait qu'il y en a beaucoup qui, à un moment donné, arrêtent parce que le niveau de violence est tel que ça devient insoutenable. Oui. Donc ça, c'est aussi un enjeu, mais... un autre bouc émissaire, c'est les woke. Oui. D'où le nom aussi de ton podcast Woke tant qu'il le faudra, où il y a vraiment c'est des manières d'attaquer la gauche. Donc à partir du moment où on est de gauche, la gauche est devenue un bouc émissaire. À partir du moment où on est de gauche, on est vu, le wokisme sert à ça, c'est une insulte pour toute personne qui défendrait des principes d'égalité, de diversité, de justice sociale. Ce qui est censé être un peu la base de l'humanité, là. On va se le dire. Newsflash. Mais c'est ça, ils vont considérer qu'il y aurait une espèce d'élite woke qui aurait pris le contrôle de la société contre laquelle il faudrait résister. Donc, qui s'attache un peu à l'idée de la crise dans les universités, là, justement. Oui. C'est ça. Tu veux nous en parler un peu de... Oui, ben ici, c'est beaucoup Mathieu Bock-Côté qui a importé cette idée du wokisme, principalement pendant la pandémie. Avant, on parlait de social justice warrior. Avant, c'était le politiquement correct. Ça a toujours un peu existé. Mais l'avantage avec le wokisme, c'est que c'est vraiment identifié justement au campus américain. Et donc, c'est plus facile de l'identifier comme quelque chose qui est étranger à nous. Donc, alors que l'anti-wokisme est tout autant importé. Oui. Et quelques chiffres, je t'interromps, mais juste parce que des chiffres justement pour là-dessus. Oui. 2016 à 2021, 70% des articles de journaux traitant du wokisme viennent du Journal de Montréal, du Journal de Québec, dont 45% venant de 5 chroniqueurs. Surprise. Donc, surprise. Et à 93%, en vrai, c'est un portrait négatif. Donc, ils ont créé de toutes pièces l'anti-wokisme qui venait des États-Unis. Je te laisse reprendre. Et c'est un terme qu'on n'a jamais pris la peine vraiment de définir, ce qui permet de lui donner le sens qu'on veut. Et c'est précisément ce qu'on a cherché à faire, parce que ça permet non seulement d'amalgamer, c'est-à-dire que la personne qui a un programme, des idées, des principes qui sont très modérés dans un sens, va se faire mettre dans la même catégorie que ceux qui décapitent des statues ou qui vandalisent des œuvres d'art au Louvre. On va toutes mettre ça dans la même catégorie. Et ce qui permet aussi de dire que c'est les woke qui contrôlent le gouvernement du Canada, le Parti libéral du Québec, les syndicats, Radio-Canada, les médias, les universités. Qui sont ces mystérieux woke qui contrôlent tout? On ne le sait pas. Oui, donc c'est très utile d'utiliser un terme
très parapluie. Oui. Il n'y a pas justement PSPP qui est passé à Tout le monde en parle, puis Guy Lepage lui avait demandé de définir ce qui était le wokisme, mais il a dit c'est pas ça l'important. Effectivement. Il me semble que tu l'avais noté justement, la quote exacte. Il a dit le wokisme est un mouvement proprement dit antidémocratique qui refuse le dialogue et qui se sert de l'intimidation et de la désinformation pour imposer son agenda. Ce que fait PSPP à longueur de journée. Et c'est intéressant parce qu'en effet, il refuse de définir... Je vais trouver la bonne page. Il refuse de définir ce qu'est le wokisme. Il dit c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une série de comportements qui ne passent plus. Okay. Premièrement, faire un procès d'intention en désinformant ou en déformant des propos. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est exactement ce qu'il fait. Deuxièmement, l'intimidation par des mots comme raciste, phobe, intolérant, qui viseraient à empêcher le dialogue et la conversation. Des mots comme gauche radicale et idéologue et woke. C'est exactement le sens du mot woke. Oui, en rajoutant le isme à wokisme, on en crée un système, en fait, plus, carrément un système d'oppression, voire. Là. Et la victimisation. Et c'est exactement ce qu'il fait en point 1 et en point 2. Donc moi, il y a quelque chose aussi que je trouve très fort chez eux, c'est la mauvaise foi. C'est la capacité... En fait, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à dénoncer leur propre comportement et à les apposer à la gauche comme une manière de dire c'est pas nos comportements. On va dire que la gauche ou l'extrême gauche serait antidémocratique alors que c'est eux qui s'attaquent à tous les contre-pouvoirs et qui sont antidémocratiques dans les faits. Donc il y a vraiment, en tout cas, c'est ça. La mauvaise foi, elle est centrale, je pense, pour penser à la montée de cette extrême droite. J'ai envie de revenir à la base militante électorale, les trolls, principalement sur Internet. C'est quoi tes stratégies de résistance par rapport à cette violence-là en ligne? Bloquer, d'abord, énormément. Quitte à me faire dire par beaucoup de gens que je censure. Moi, je dis souvent que ma page Facebook, c'est comme une salle louée. L'infrastructure ne m'appartient pas, mais je décide que je laisse entrer. C'est une belle figure, c'est bon. Donc, les gens qui viennent vraiment sur ma page pour m'insulter, moi, je ne considère pas que j'ai le devoir de leur laisser une tribune. Donc, oui, bloquer, c'est la meilleure façon. Parce qu'il faut être capable de reconnaître à un moment que le dialogue n'est pas possible. Absolument. Puis que les personnes, justement, qui viennent me dire paranoïa, woke et tout ça, ces personnes-là, il n'y a rien que je vais dire qui peut les convaincre. Par contre, des fois, je vais tolérer des gens qui me contredisent pour leur répondre, pas pour les convaincre eux, mais pour que les gens qui me lisent mes commentaires. Voici comment est-ce qu'on répond à ces gens-là. Voici quelles sont les failles dans leur argumentaire. Puis des fois, c'est important de laisser des espaces pour le dialogue aussi, parce que ce que les réseaux sociaux permettent pas... En fait, ce que les réseaux sociaux vont pousser, c'est des feux de paille, donc des choses à laquelles il faut réagir à chaud, puis où il n'y a pas de conversation possible. Donc, de laisser ces espaces-là aussi, c'est un peu une moyen de résistance, de dire comme, OK, bien, décortiquons ce que nous venons de dire et voyons les moyens d'y répondre de manière nuancée, puis de manière élargie. C'est vrai. Je te vois souvent justement parler tu critiques beaucoup les discours de PSPP et il y a vraiment... Tu disais quelque chose, tu disais à chaque fois, j'arrive avec des arguments, puis ceux qui comme m'attaquent, s'opposent à moi, etc., n'ont généralement jamais d'arguments. Donc, c'était un peu ça, la possibilité de discuter. Parce que, apparemment, il y a des gens qui se posent des questions. Si tu arrives en te posant des questions, en voulant ouvrir une conversation parce que tu te poses des questions, on va l'avoir, cette conversation, pas de problème. Oui. Mais puis, c'est un bel exemple parce que, justement, oui, je critique souvent PSPP, mais à ma défense, il tient énormément de propos problématiques. Il le fait souvent. Donc, on parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce que les MAGA, par exemple, acceptent le discours de Trump? Et ceux que j'appelle les PSPpistes, pour moi, ça entre dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'ils sont tellement convaincus que leur chef a la vérité qu'ils entendent des choses qu'il ne dit pas. Et, par exemple, PSPP dit « l'immigration a créé la crise du logement ». C'est ces mots-là. Je ne suis pas en train de reformuler, là. C'est vraiment... Citation. A créé la crise du logement. Donc, moi, ce que j'entends, c'est l'immigration a créé la cause du logement. Et c'est ça que je dis dans mon texte. Et là, il y a des gens qui viennent me dire « Ah, mais c'est pas ça qu'il dit. » Non, oui, c'est vrai. C'est un facteur parmi d'autres, là, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça qu'il dit. Donc, c'est très difficile de discuter avec ces gens-là parce qu'ils n'acceptent pas que... on puisse se contredire, simplement. Si on le contredit, on est de mauvaise foi, on est malhonnête. On le sort du contexte. On le sort du contexte, évidemment, alors qu'on le place dans le contexte et c'est pire.
Effectivement. Oui, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre où on peut jamais critiquer. Et à partir du moment où on se positionne comme antifasciste, nous on l'a vu, hein, dès qu'on a sorti notre campagne de sociofinancement, on a reçu de la haine directe, surtout sur Facebook. Bien sûr. Bien sûr. Parce que dès qu'on s'oppose au fascisme, ils vont nous attaquer en fait. Et comme le dit le Front Pop antifasciste, si t'es pas antifasciste, t'es quoi? C'est vrai que c'est une bonne question parce Oui. que ils se représentent. Ah, tu sais, une de leurs stratégies, c'est beaucoup de se représenter comme étant au centre aussi. Oui. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de un mécanisme qui, en déshumanisant, on chérit notre humanité. Donc, il y a tout un mécanisme, et c'est la suprématie blanche, c'est un élément central, où en s'attaquant aux personnes migrantes, aux personnes musulmanes, on va produire un groupe blanc, donc on va déshumaniser d'un côté, puis nous, on va se produire un groupe blanc comme étant supérieur, on va chérir notre humanité, on va créer un sentiment de sécurité, de protection, d'appartenance, de confort, autour d'une haine commune. Oui, c'est parallèle parce qu'il y a de la joie qui se crée à travers cette communauté-là La haineuse. haine s'exerce dans la joie souvent. Et c'est fucked up. mais c'est un des mécanismes centraux. C'est ça qui fait qu'ils arrivent à gagner du terrain, à gagner du pouvoir. C'est parce qu'ils arrivent à faire communauté quelque part. Mais des communautés qui sont excluantes et qui reposent sur la haine. Donc il y a quelque chose là-dessus sur lequel il faut réagir, à mon avis, nous, en offrant et en faisant communauté et en faisant des communautés antifascistes avec toutes celles et tous ceux qui sont prêts à lutter contre le fascisme. Je pense que ça, c'est quelque chose de... Oui, puis c'est pour ça aussi que moi, je demande aux gens de rester sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Là, on a perdu X, là, ça, c'est une bataille perdue, on n'y reviendra jamais. Mais si on déserte en plus Facebook, si on déserte en plus les autres plateformes, on laisse toute la place à la droite, à l'extrême droite. Et c'est un autre terrain de propagande qu'on donne en cadeau à nos adversaires. Donc, un outil extrêmement puissant aussi. Oui. Donc, c'est pour ça que même si je comprends tout à fait l'écœurement, je le vis moi aussi, là. Mais malgré ça, il faut essayer de continuer. Oui, de choisir ces moments dans lesquels les consulter. Et aussi, je pense que c'est en écoutant un de tes cours, justement, où tu parlais de moyens de résistance sur les réseaux sociaux, qu'il y avait des groupes qui existaient, de quand un de tes contenus se faisait troller, tu pourrais aller voir ce groupe-là composé de féministes, puis leur dire allez m'aider, s'il vous plaît, en commentaire, ou allez résister avec moi. Donc, tu arrives à une centaine de féministes dans les commentaires pour venir débattre avec ces trolls-là. Donc, il y a des moyens de s'organiser même en ligne. Oui. Même si la machine, elle a l'air plus grande que nous, puis comme si c'était... parfois, on tombe dans un algorithme qu'on n'avait pas visé, puis ça a l'air un petit peu boule de neige et incontrôlable, mais... Et des fois, c'est spontané aussi. Et c'est ce que j'aime. Moi, en novembre dernier, à un moment, j'avais dit, c'est assez, là, je ne vais plus voir les commentaires. Je ne les lis même plus. Parce que c'était vraiment trop. Là. Ça, c'est quand j'avais répondu à Mathieu Bock-Côté et que là, toute sa fanbase avait débarqué sur sa page pour le défendre. Mais depuis, j'ai quand même repris. Mais je me suis rendu compte que souvent, je n'ai pas besoin de répondre parce que parmi les gens qui me suivent, il y en a beaucoup qui sont prêts à venir répondre aux trolls. Donc, ce qui fait que j'ai de moins en moins à m'en mêler parce que la discussion, elle se fait même si je n'y participe pas directement. Donc oui, l'effet de groupe, c'est précieux parce que pour chaque troll qui vient m'attaquer, je vois des dizaines de personnes là, qui partagent mes idées et qui viennent les défendre. Et ça fait du bien. La résistance est communautaire. Oui, exactement. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un enjeu de balancier. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur un balancier qui va vers l'extrême droite, mais ça peut changer. Et ça peut changer très vite aussi des fois, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tout puissants. Ben, c'est sûr, ils ont les milliardaires avec eux, mais on a l'impression qu'ils sont tout puissants et qu'on ne peut rien faire contre eux. Mais les choses peuvent changer. L'exemple du Oui-Québec qui a sorti ça, qui a fait une recherche auprès d'organismes communautaires et qui montrait que il y avait une critique en fait du discours du Parti québécois. Je ne sais plus c'était quoi exactement. Je ne sais pas si vous le... Malheureusement, je n'ai pas consulté le rapport. Mais que, dans le fond, il y avait une critique du fait d'avoir un projet souverainiste qui soit excluant, en fait. Au final, qui soit raciste. Je ne suis pas sûr qu'ils utilisent ce terme-là, mais c'est ça qui... Mais il y avait des inquiétudes qui avaient été soulevées. Qui est en toile de fond. Et là, ça se fait attaquer par Bock-Côté, évidemment, mais ils perdent des plumes. C'est-à-dire qu'il y a... Et je pense, tout le travail aussi que toi, tu fais, que les camarades font, de décomposer le discours, de montrer comment ce sont des discours qui soit sont faux, soit peuvent se rattacher à l'extrême droite. Je pense que ça fait qu'ils perdent quand même des plumes. Tu disais aussi pour l'instant de manière assez silencieuse.
Je pense que c'est toi qui disais ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui quittaient le Parti québécois, mais En douce. en Oui, douce, oui. sans le dire. Donc, soit tu acceptes l'espèce de nouvel ordre avec le nouveau chef suprême qui va nous amener vers l'indépendance. C'est vraiment une logique fasciste, cette affaire-là. Soit tu pars en douce, tu te tais, soit si tu oses critiquer, tu vas t'en recevoir plein la gueule. Ouais. Parce que la censure, elle est vraiment du côté de l'extrême droite qui, à travers ses campagnes d'intimidation et de cyber-intimidation, essaye de faire taire. Donc, Moi, j'aimerais passer au point de détournement de l'attention, puis ouais. aller Oui. discuter des élites économiques dans la montée du fascisme. Puis ma première question, c'est quoi leur objectif, en fait? c'est quoi le but? Je veux dire, au-delà de, oui, OK, l'accumulation de richesses, mais il n'y a pas de fin à ça. Non, effectivement, il n'y a pas de fin, mais pour eux, le statu quo, c'est idéal. La situation qu'ils connaissent présentement, elle est parfaite. Puis c'était le même cas dans les années 20 et 30. Des millionnaires qui ont financé le parti fasciste de Mussolini, le parti nazi en Allemagne, n'avaient pas de projet de grande réforme là, pour transformer la société. Ils voyaient simplement qu'il y avait un mouvement de plus en plus fort contre le système qui les sert, donc la montée des syndicats, la montée des partis de gauche, la montée du mouvement communiste via l'Union soviétique. Donc, c'était avantageux pour eux de financer le fascisme et de financer le nazisme, parce qu'au final, c'est des mouvements qui allaient les servir. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est pas très différent, dans la mesure où une situation économique comme celle qu'on connaît présentement, ce serait très propice à la montée de la gauche. C'est presque... C'est dur pour moi de concevoir que la gauche politique soit aussi peu populaire au Québec, au Canada, considérant la situation dans laquelle on se trouve. Mais c'est entre autres parce que justement, on a ces partis de droite qui sont soutenus, qui sont financés par des grandes fortunes, qui veulent justement que les principaux, que les responsables de la situation de tous nos problèmes, ce soient des gens qui n'ont aucun pouvoir. Oui, fait que les mythes sont persistants, puis là, je reviens au point d'avant, mais la base militante est aussi persistante dans son backlash. C'est peut-être pour ça que ça explique que la gauche se mobilise moins aujourd'hui par rapport au passé. Après, moi, j'ai quand même un regard un peu différent sur le fait que la gauche reste forte. Ça dépend où, quoi, quand, comment. Je pense que si on regarde les cycles un peu à gauche, on a eu un Québec solidaire qui est devenu très fort et qui a beaucoup absorbé beaucoup de gens à gauche. C'était à peu près une des forces principales de la gauche, je dirais fin des années 2010. C'est un bon phare. Qui... Là, qui sait comme un peu aller vers le centre, a toujours eu un peu peur des paniques morales et incarne plus une gauche de combat, je dirais. C'est un peu la politique du bon élève qui a vraiment été mise de l'avant et qui leur fait perdre des plumes parce qu'on est beaucoup à se sentir trahi, en fait. Là où on voit LFI, par exemple, la France Insoumise en France, qui revendique une gauche beaucoup plus affirmée et qui arrive à avoir vraiment beaucoup de soutien, beaucoup de monde derrière eux, etc. Donc, je pense qu'il y a une importance sur le fait d'être affirmé, mais où aussi on voit comment toute la classe politique, médiatique en France et travaille à dédiaboliser l'extrême droite et à démoniser, diaboliser la gauche, qu'on construit comme une extrême gauche, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont de gauche, ils sont pas révolutionnaires, hein, mais ils sont vraiment de gauche. Et c'est ça, cette affaire de fenêtre d'Overton où je pense qu'on a vraiment besoin d'une gauche plus affirmée. Par contre, je pense qu'à gauche de Québec solidaire, il y a une vraie gauche, une nouvelle gauche qui s'organise en ce moment, une nouvelle gauche anticapitaliste, révolutionnaire et surtout antifasciste. Donc, je vois quand même une recomposition militante à gauche qui, moi, me fait du bien. Parce que c'est vrai que si on est juste sur les médias sociaux en train de voir à quel point l'extrême droite est puissant et c'est angoissant, c'est paniquant. Alors que quand on s'organise avec d'autres gens, qu'on essaye de faire des choses, de se battre, etc., là, je trouve que ça fait du bien. Parce qu'on est concrètement, on opère du changement. Mais c'est ça, je pense que ce jeu de ces élites qui font le choix rationnel de donner le pouvoir à l'extrême droite, qui contrôlent les médias. Parce que c'est drôle comme on dit les élites contrôlent les médias, mais c'est les milliardaires qui contrôlent les médias, c'est pas un hasard, tu sais, je veux dire Pierre-Carl Pelado qui contrôle. Mais on parlait justement tout à l'heure de la désinformation, mais aussi des vérités alternatives. Donc, ce en quoi je crois, c'est la vérité.
on le voit de plus en plus dans les critiques envers les médias, c'est-à-dire que si le média ne tient pas mon discours, s'il ne sert pas mon narratif, ben c'est un média biaisé qui fait de la désinformation. Radio-Canada ne dit pas que Pierre Poilievre est le meilleur chef objectivement. Donc, Radio-Canada fait de la désinformation. Ouais. Dès qu'on dit simplement ce que le chef conservateur a dit, ça ne répond pas aux faits. On parle de guerre culturelle, on parle de médias, on parle de post-vérité, on parle de plein de concepts qui ont l'air un peu plus grands que nous-mêmes, puis un peu giganticisme. Gigantique. Je trouve qu'on- Gigantissime. Gigantissime, voilà, c'est ça que j'essayais de dire. Nous, là, les amours qui écoutent le balado, nous, comment on fait face à ça pour y résister? Là, Chacha, tu as abordé l'aspect de la convergence des luttes qui est nécessaire. Comment on y arrive? Ben, d'abord, il faut investir les formes de résistance qu'il y a encore. C'est pas très populaire en 2026, mais moi, je pense que les syndicats sont encore une force essentielle. Absolument. C'est très important de continuer à faire en sorte que ces groupes, ces associations puissent continuer. C'est très difficile quand on n'est pas à Montréal parce que c'est plus difficile, en fait, d'être nombreux. Essayer d'organiser un rassemblement là, de la gauche à Trois-Rivières ou à Saguenay ou à Rimouski, c'est pas comment faire un à Montréal. Et vous avez vu, hein, d'ailleurs, à Trois-Rivières, une extrême droite se mobiliser. Vous avez eu un rassemblement antiraciste. À Shawinigan. Cette manifestation pour un Québec blanc, hein, c'est ça. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que là, tout d'un coup, on parle de suprémacistes blancs. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais finalement, nous, on ne serait pas suprémacistes blancs, alors que pour moi, tous les discours du PQ, de la CAQ, de Bois-Côté, sont des discours suprémacistes blancs. Mais vous voyez, c'est ça, on essaie de faire croire qu'eux, ce serait extrême droite. Donc, nous, on se positionne comme étant au centre un peu. Parce qu'il faut que ça reste secret, il faut que ça reste silencieux. Et donc, le fait de le révéler, je trouve que c'est comme un bon outil de résistance. Je te redonne là. Parce que c'est vrai que la résistance, elle est là, mais elle est souvent très passive. Trois-Rivières, c'est une ville que je considère très conservatrice. On a toujours été du côté du pouvoir à Trois-Rivières. Aux dernières élections, c'est Québec solidaire qui est arrivé deuxième à Trois-Rivières. Et ça, mine de rien, c'était quand même un événement assez important parce que ça montrait quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sans sortir dans la rue, sans se propositionner publiquement, qui étaient en faveur de ces idées plus à gauche. Donc, c'est important quand même d'oser s'affirmer. Moi, c'est la principale difficulté que j'ai en tant que militant, c'est de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui m'appuient, mais qui n'oseront jamais le dire publiquement, pour plein de raisons. Parce qu'on ne veut pas être étiqueté, on a peur de perdre des contrats, on a peur de perdre des opportunités. Donc, on va écrire en privé aux personnes pour leur dire « Félicitations, c'est tellement important ce que tu fais », mais au final, c'est vraiment purement symbolique. Si on est complètement tout le temps en train de nier la tangente extrémiste de certaines organisations, certaines institutions, mais ça donne aucun appui pour nos résistances. Sur quoi on panique dans le vide, puis là, c'est là qu'on va se faire traiter d'extrême gauche. Puis peut-être qu'on va pas avoir le courage de se positionner là-dessus ou de prendre la défense des autres. Oui. C'est dommage parce que les vedettes qui sont à droite sont très à l'aise de le faire. Et cet appui-là, ben, ça aide à normaliser certaines idées. Si on pouvait avoir les mêmes personnalités, mais à gauche. On voit ce qui se passe avec Safia Nolin, par exemple, qui est une chanteuse très populaire, qui se positionne ouvertement. Le backlash qu'elle reçoit est abominable. Oui, puis je comprends qu'en tant qu'artiste, tu vois justement ce qui arrive à Safia Nolin ou à Roxane Bruno ou à d'autres, et tu te dis, mais moi, j'ai pas envie de vivre ça, là, c'est bien normal. C'est vraiment des mécanismes de contrôle, en fait, de contrôle très fort du discours public. Et donc, il faut sortir de ça. Et comme je dis, avec le balancier, plus on va être nombreux à s'affirmer, à s'exprimer, à construire l'idée de faire communauté, pour moi, elle est vraiment importante aussi. Oui, absolument. L'idée de construire des communautés antifascistes, des communautés de résistance. Et tu vois, les syndicats, ça joue aussi là-dessus un peu. Mais des fois, ça peut être de faire des soupes populaires autour de la nourriture. Ça réunit les gens. Il y a beaucoup de choses, de projets qu'on peut faire. Et je pense que quand on résiste, il faut penser à des projets qui nous font du bien, qui permettent de faire communauté et ou d'éduquer et ou de mobiliser. Mais je trouve qu'il faut travailler à faire les choses qui nous font du bien et qui nous font aussi rencontrer d'autres gens. Oui.
qui appartiennent pas à nos groupes sociaux d'appartenance à la base, etc., et qui font que, qui nous permettent d'aller chercher plus large. Parce que le moment où je pense, pour moi, c'est une manière de mettre un grain de sable. Eux, ils arrivent, ils font communauté. Ils créent des communautés blanches, d'extrême droite, etc., qui disent pas tout le temps leur nom, mais tu sais, où il y a beaucoup de gens, justement, qui sont qui n'osent pas s'exprimer et qui sont complices d'une certaine manière parce qu'ils n'osent pas s'exprimer, donc ils laissent ces discours-là se répandre. Ils peuvent profiter des privilèges blancs et rien dire. Alors que plus on va pouvoir construire des communautés antifascistes où on va s'affirmer comme antifasciste et où on va rendre les discours d'extrême droite comme étant inacceptables, plus ils vont avoir honte, puis on va pouvoir se répandre. Donc je pense que c'est un outil intéressant, ça. Oui, puis de s'implanter dans des luttes qui sont complémentaires à la nôtre. Il faut une convergence des luttes antifascistes, anticapitalistes, des luttes queer. Faut que ces gens-là se rencontrent, des luttes féministes aussi. Je pense que c'est un bon premier pas pour résister. Et aussi parler avec tout le monde à gauche. Oui. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire de réussir à travailler ensemble, les courants les plus modérés aux courants les plus radicaux. Pour moi, ça, c'est extrêmement important parce qu'on est ensemble dans la lutte contre le fascisme. Tout à fait. On ne va pas être d'accord sur tout, on ne va pas être d'accord sur les stratégies, mais il faut trouver des manières de travailler ensemble pour mener des luttes communes. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis ça implique aussi, d'après moi, d'être peut-être un peu plus tolérant envers... je l'ai vu dernièrement avec quelques personnes, mais... à gauche, on est très bon quand même pour se critiquer entre nous. Et souvent, c'est quelque chose qui est contre-productif, à mon avis. Là. Absolument. Même si on n'est pas d'accord avec une personne, c'est pas nécessairement productif d'aller l'attaquer puis de lui dire « toi, t'es privilégié, tu te rends pas compte, t'es du côté de l'establishment de tout ça ». C'est pas quelque chose qui nous sert. Hein. Non, parce qu'à l'extrême droite, ils vont juste aller... du moment que tu haïs un groupe, on va aller te chercher. Il suffit que tu aies un peu de haine en quelque part à l'intérieur de toi, on va aller te chercher puis on va travailler avec toi. Oui. Même si au final, tu es musulman, mais si tu es transphobe, tiens, on va aller chercher la transphobie qui est à l'intérieur de toi. Et nous, c'est vrai qu'à gauche, à l'extrême gauche, des fois, on a un peu tendance à se pogner pour rien, particulièrement plus le pouvoir est fort, plus on a tendance à... Absolument. Alors que je pense, concentrons nos énergies vers l'extérieur. Si on n'est pas d'accord avec des projets, faisons nos propres projets. Tu sais, je pense qu'il y a des manières et des stratégies, et après, créons quand même des espaces pour avoir de la conversation ensemble, mais tout en ayant aussi une tolérance et une acceptation sur le fait qu'on a différents regards, différentes prises de position, mais qu'on a quand même un ennemi commun et qu'on a quand même une volonté commune, je pense, d'aller vers une société qui est beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus juste. Oui. Je pense que ça termine très bien le point qu'on voulait faire. Je termine sur une dernière question pour toi, Alexandre, pour conclure cet épisode. Je sens qu'on aurait, encore une fois, pu parler pendant les heures. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui est le plus excitant pour toi à l'idée que le monde soit plus queer? Mais c'est formidable de voir à quel point, en peu de temps, en quelques dizaines d'années, on a ouvert les yeux sur des réalités qui n'étaient même pas imaginables il n'y a pas si longtemps. Et des choses qu'on prenait pour acquises, qu'on prenait pour des certitudes, comme l'ordre naturel des choses, qu'aujourd'hui, on se rend compte, mais non, il y a d'autres façons de penser, de concevoir la vie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, moi, avec cette ouverture à la diversité, au monde queer, c'est de voir que... Parce qu'on parlait de crise tout à l'heure. On ne sortira pas de cette crise-là sans remettre complètement en question, sans tout bouleverser, sans vraiment changer le monde dans lequel on vit. Et donc, toutes les manifestations qui nous disent il y a autre chose, il y a d'autres possibilités que ce qu'on connaît et ce qu'on pense qui devrait toujours exister. Donc, pour moi, c'est ça le plus grand... La possibilité du pluriel. Oui, exactement. Oui. Et on sent un petit fort révolutionnaire en toi. Oui. On sent que ça bouille, là. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, parce que nous, quelque chose qu'on travaille aussi, c'est en fait la prise de conscience qu'on a, par rapport à tout ce que tu nommes, mais de comment, avant la colonisation, il y avait toute une diversité de modes de vie et de manières d'exister. On ne l'a pas inventé, là. Et qu'il y a vraiment quelque chose, comment ça nous a... le contrôle qui a été exercé et qu'on a produit comme un ordre naturel, et comment on nous a déjà fait disparaître, en fait. Et c'est là-dessus où
je trouve intéressant aussi quand on pense au fascisme, ou à l'extrême droite, de pas juste tu sais, voir son origine dans Mussolini ou la Seconde Guerre mondiale, mais de voir aussi dans la colonisation. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de là qui se joue et effectivement de comment en se libérant, comment on peut en sortir, comment célébrer la diversité. La diversité, elle est inhérente à l'humanité. Oui. Donc je pense qu'il y a un rapport à l'humanité qui est central. On est à la défense de l'humanité en fait. C'est un peu ça la base. Mais c'est vrai, c'est fou quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce Oui. que le fascisme se présente souvent comme le retour à l'ordre naturel des Oui. choses, Ouais. alors qu'il n'y a rien de naturel dans ce qu'on propose. C'est au contraire, il n'y a pas de plus artificiel Ouais. qu'une société d'extrême droite. Ouais. Et au contraire, je dirais que la révolution à gauche tend justement au retour à cet ordre naturel, Ouais, c'est vrai. à cette diversité À naturelle. cette diversité, c'est Absolument. ça. Dans nos réseaux, c'est ça. On nous montre tout le temps comme si on était genre, on veut convertir tout le monde et tout ça. Oui. Non, nous, on veut que tout le monde soit heureux et soit épanoui. Ouais. Ouais. Et donc, au contraire, on essaye D'exister. d'exister. Puis nous, on veut juste exister. Puis moi, je veux pas empêcher une personne hétéro qui est hétéro de l'être, mais Mais non. je pense que qu'elle se pose des questions sur son orientation sexuelle, ça lui fera pas de mal. Comme ça, si elle est vraiment hétéro, ben, elle est vraiment hétéro. Puis elle le sait, tu vois, mais Ouais. se poser des questions, c'est jamais mauvais. Mais on veut pas que les gens se posent des questions. Non. Ben, merci beaucoup, Alexandre, merci, d'être Alexandre. venu Merci à vous deux. pour notre deuxième épisode de Tout le monde est rendu queer. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce qu'il y a des projets qu'on peut suivre? Tantôt, tu mentionnais l'écriture d'un prochain livre. Oui, l'exode politique des femmes. Pourquoi quitte-t-elle l'Assemblée nationale? C'est mon prochain livre qui va paraître cet été. Parfait. Trop cool. Génial. Ben, on va suivre ça de près. Parfait, merci beaucoup. Bye, Allez, les bye les amours! amours! Tout le monde est rendu queer est une production du Club Sexu. Notre invité pour cet épisode était Alexandre Dumas. À la recherche et à l'animation, Chacha Enriquez et André Bouffard. Merci à Caroline Lessard à la gestion de projet, à Paloma Daris-Bécotte au son et au montage, à Samuel Barriot à l'éclairage et à la captation vidéo et à Jennifer Lynch à la direction artistique. Cet épisode est coproduit par le Conseil central du Montréal métropolitain de la Confédération des syndicats nationaux. Merci aux 173 contributeurs qui ont rendu cet épisode possible et un merci tout spécial aux organisations qui ont offert leur soutien. Unition Formation, la clinique Euphoros et les éditions Éco-Société. À bientôt les amours!